Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Nous revenons sur la journée de plaidoyer en faveur du système national d'information sanitaire. C'était hier dans les locaux de l'INRSP. Il s'agit de relever le défi de la réforme des systèmes d'information sanitaire et la prise de décision à tous les niveaux au sein de l'espace CEDEAO, un thème au cœur de la 25e journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alpha Maïga nous en parle. Le monde évolue aujourd'hui à un rythme effréné et le système d'information sanitaire ne peut pas rester en marge de cette évolution. Un système qui se caractérise par deux facteurs, à savoir l'organisation et la gestion. De l'avis des spécialistes, le défi à relever aujourd'hui est l'utilisation et la reconnaissance de l'utilité du système d'information sanitaire par tous les acteurs. Et c'est justement pour relever ce défi que cette journée de plaidoyer en faveur du système national d'information a été initiée. Le système d'information sanitaire tente de répondre à ces différents besoins d'information en organisant de façon structurée le recueil et le traitement de l'information pour que les décideurs, selon leur niveau, puissent en disposer de manière utile au moment où ils en ont besoin. La nécessité de disposer d'informations sur la santé des populations et les services de soins pour mener des actions de santé efficaces et efficientes est largement reconnue. L'organisation des soins pour une population donnée nécessite l'adéquation des services avec les besoins de cette population. En attendant les conclusions, les participants auront droit à 3 communications suivies de débats. La journée de plaidoyer s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 25e journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé, une journée célébrée tous les ans le 9 juillet. Cette année, le thème retenu est la réforme des systèmes d'information sanitaire, un défi pour la prise de décisions éclairées à tous les niveaux de l'espace CEDEAO. Hors du Mali et direction le Rwanda pour parler santé avec le nouveau centre de traitement du cancer, une première en Afrique de l'Est. Ce centre propose un traitement de pointe aux normes internationales contre le cancer. C'est délibérément à plus de 3 heures au nord de la capitale du Rwanda que les autorités ont choisi d'implanter ce premier centre de traitement du cancer en Afrique de l'Est. Répondant aux normes internationales, ce nouveau pôle de référence en matière de prise en charge du cancer, du diagnostic au traitement, devrait attirer les voisins ougandais, les populations du Congo-Kinshasa et même de la Tanzanie. Jusqu'à présent, l'établissement le plus proche était situé au Congo-Brazzaville. C'est une grande chose au niveau national, même dans la région où se trouve le Rwanda, en Afrique centrale comme en Afrique de l'Est. Eh bien, c'est une valeur ajoutée pour cet hôpital et ça aura une grande influence, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Pour les populations rurales du nord du Rwanda, l'ouverture de ce centre marque une avancée majeure en matière de soins du cancer et en matière de soins primaires tout court. Il est en effet adossé à un nouvel hôpital, l'hôpital de Butaro. Le district n'avait pas d'hôpitaux, il n'avait que seulement ce centre de santé. Il y avait des gens qui devaient aller se soigner à Ruhengeri où ils devaient effectuer une affaire de 30 km de distance. D'autres allaient à Byumba pour effectuer une quarantaine de kilomètres. Eh bien, c'était tout un problème et ça occasionnait beaucoup de morts dans les familles. Double victoire, une garantie de soins en milieu rural et surtout aujourd'hui un accès à des traitements de pointe contre le mal du siècle. Les cancers infantiles, pour ne citer qu'eux, qui affichent un taux de guérison de 80% dans les pays occidentaux, sont synonymes au Rwanda de condamnation à mort. Ce centre, financé en partenariat avec la fondation de l'ex-président américain Bill Clinton, est accessible aux plus pauvres. Tous les soins sont subventionnés par les autorités et des mutuelles de santé. L'actualité africaine nous amène en Égypte, au Congo, au Togo, le Togo qui a un nouveau Premier ministre, mais nous parlons d'abord du sort réservé aux otages au Sahel. Les 3 otages européens détenus au Sahel ont été libérés, mais contre quoi? Flou et polémique sur les contreparties. Les ravisseurs, les islamistes de Moudjao, affirment avoir obtenu une rançon de 15 millions d'euros et la libération d'un islamiste. Mais la médiation burkinabé, qui a récupéré les Espagnols et l'Italienne au Mali, a une autre version.
En échange des otages, il n'y aura pas un, mais 3 islamistes libérés. 2 en Mauritanie et 1 au Niger. Pas du tout, répond le Niger, qui nie être impliqué dans cette négociation. Kwesi Ahumezounou, 54 ans, est le nouveau Premier ministre du Togo. Une promotion pour celui qui était jusque-là ministre du Commerce. Il succède à Gilbert Humbo, démissionnaire. Une passation sur fond de crise. Depuis plusieurs semaines, le régime fait face à des manifestations du collectif Sauvons le Togo. En cause, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi modifiant le code électoral alors que des élections législatives sont prévues en octobre. Au Congo, sans surprise, le parti au pouvoir obtient une très large avance aux législatives. Le PCT remporte 57 des 69 sièges pourvus au premier tour. 10 autres sièges vont aux partis alliés au régime. En revanche, un seul pour l'opposition. Un second tour est prévu début août pour élire les 64 sièges qui restent à pourvoir. Mais d'ores et déjà, le président Sassou Nguesso est assuré de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à ses alliés. La mort de l'ancien chef des services de renseignement égyptien. Omar Suleiman est décédé à 77 ans d'une crise cardiaque aux États-Unis alors qu'il subissait des tests médicaux. Pilier du régime Moubarak, il avait été nommé vice-président pendant la révolte qui avait conduit à la chute du Raïs. Omar Suleiman voulait se présenter à la présidentielle de mai dernier, le premier scrutin de l'après-Moubarak, mais il avait été écarté de la course électorale. République démocratique du Congo, un ex-enfant soldat raconte son calvaire dans un livre. À 12 ans, Junior Zit a été enrôlé de force pour combattre. Aujourd'hui, à 24 ans, il partage cette terrible expérience avec le monde entier. Il dédie ce livre à ses parents adoptifs. C'est l'histoire d'un enfant soldat qui, à 12 ans, est enrôlé de force par le mouvement rebelle de Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Il s'appelle Junior Zita. Aujourd'hui, il a 24 ans. Il aura attendu une quinzaine d'années pour raconter cette terrible expérience, les atrocités qu'il a subies au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Ce livre, présenté à Kinshasa, il a tenu à le dédier à ses parents adoptifs, et notamment à son père. J'ai découvert en réalité l'amour d'un père envers un enfant. Et voilà, aujourd'hui, je suis capable de redonner l'espoir aux autres jeunes et aux autres enfants qui avaient perdu aussi l'enfance comme la sienne. Moi, j'avais dit, en tant que victime, à 12 ans, Junior Zita était devenu ce que l'on appelle un kadogo, un enfant soldat. Il a tué, torturé, embrigadé dans un conflit où il n'aurait pas dû avoir sa place. Et l'enrôlement forcé des enfants continue en République démocratique du Congo. Pour que son expérience ne soit pas vaine, un metteur en scène congolais a créé une pièce tirée du livre. La pression, la douleur ou la passion que je ressentais m'a poussé à exprimer cela. Et quand l'occasion m'a été donnée à l'église de trouver un spectacle, je dis oui, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Les bénéfices du livre de Junior Zita seront reversés à une association Paix pour l'enfance qui s'occupe des enfants orphelins des militaires. Junior leur rend régulièrement visite et leur raconte comment, malgré l'horreur, on peut encore s'en sortir. Ici au Mali, les actions de solidarité se multiplient pour nos compatriotes des régions du Nord. En 5e région, le Bureau national du Haut Conseil islamique, à travers sa représentation régionale, vient de faire don aux personnes déplacées du Nord à Mopti avec la remise de 400 sacs et 80 valises remplies de vêtements, chaussures et articles divers. C'est ce que nous dit notre correspondant à Mopti, Yaya Bokouma. Cérémonie modeste, certes, mais pleine de signification, puisqu'il s'agit d'un geste social et humanitaire, à savoir la remise de 416 sacs, 80 valises remplies de vêtements, de chaussures et autres objets divers aux déplacés des régions du nord du Mali en 5e région. Une initiative du Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali qui avait lancé un appel à l'endroit des unions, fédérations et associations à vocation islamique pour venir en aide à leurs parents musulmans en déplacement. Nous nous en réjouissons et nous profitons pour remercier le Haut Conseil islamique national
Et à travers lui, tous les généreux donateurs qui, depuis le démarrage de cette difficulté, sont en train de faire des efforts de solidarité, des gestes humanitaires à l'endroit des frères et sœurs déplacés. Après la remise symbolique, les musulmans ont fait des bénédictions pour un Mali plus stable, un pays de paix. À noter que dans le lot figurent 28 sacs de vêtements offerts par le bureau régional du Haut Conseil islamique de Mopti. Joli coup de filet de la police du 1er arrondissement de Ségou, Soumatilé Katilé, le tueur de Baba Dolo, vient d'être arrêté. Aidé par un garagiste, la police est parvenue à mettre la main sur Soumatilé Katilé, qui avait volé le véhicule de sa victime et les effets personnels de ce dernier. Sur place à Ségou, notre correspondant Fousseni Samake nous explique. Ce jeune Soumatilé Katilé, après une dispute avec sa victime Baba Dolo, dans la nuit du 14 au 15 juillet à Kalabankoro, Bamako, est arrivé à assommer ces derniers. En fuite avec la Toyota et les effets personnels des vieux, il est heureusement tombé sur un garagiste qui se trouve être le frère de sa victime et qui, à son tour, a alerté le 1er arrondissement de Ségou. Interrogé sur la provenance du véhicule en question, il avait soutenu dans un premier temps que le véhicule appartenait à son patron qui l'aurait commissionné à 100. Il a fini par craquer pour nous dire que réellement c'est lui qui a commis le forfait. Alors à Bamako, il a conduit nos éléments sur la scène du crime. Il aurait pris une bouteille dans le véhicule avec laquelle il a assommé sa victime. Donc c'est avec ses 4 pneus et le d'essence qu'il a calciné, qu'il a brûlé le corps de sa victime. Le directeur régional de la police de Ségou demande une implication de la population pour démasquer d'autres individus mal intentionnés de ce genre. Toutes les semaines, nous passons pratiquement dans 3 radios privées pour sensibiliser la population, causer avec elle. Et depuis, nous constatons un éveil de conscience civique au niveau de la population. Rappelons que récemment, la police de Ségou a mis la main sur une bande de voleurs de motos et autres matériels. L'heure est donc à la vigilance dans la capitale de Balanza. Et oui, partout au Mali, la police qui a besoin de notre aide pour traquer les bandits. Ils ne sont pas tueurs, mais ils peuvent être dangereux pour les populations dans la circulation. Il s'agit des alcooliques. Pour les identifier, l'ANASER procède au contrôle du taux d'alcoolémie au volant, de quoi sécuriser nos routes. Le vendredi soir, entre 23h et 2h du matin, plus de 150 conducteurs ont été ainsi contrôlés. 6 étaient positifs et 3 d'entre eux se sont retrouvés sous les verrous. Djemba Moussa Konaté est allé voir. L'alcoolémie est la quantité d'alcool pur constatée dans un litre de sang ou dans un litre d'air expiré par un être humain. Au Mali, selon les dispositions de la réglementation en vigueur, le seuil de tolérance est de 0,4 g par litre de sang ou 0,3 mg par litre d'air expiré. De nos jours, un nombre important d'accidents de la route est dû à l'alcoolémie. D'où cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER de contrôler le taux d'alcoolémie chez les conducteurs. Sur 151 usagers contrôlés, le taux d'alcoolémie de 3 d'entre eux a atteint 0,60 mg par litre d'air expiré, dépassant ainsi le taux prévu par la loi. Un conducteur doit avoir 100% de ses capacités pour se mettre au volant. L'alcool diminue très rapidement l'attention du conducteur. Donc c'est un comportement qui peut amener des drames. Donc c'est pour cela que nous appuyons la police à faire ces opérations. La consommation d'alcool par un conducteur est interdite par le code pénal et considérée comme un délit et sanctionnée comme tel. Les sanctions à 5 ans de prison, soit une amende de 20 000 à 200 000 francs. Et il est un danger pour lui-même et pour les tiers. L'intérêt du contrôle du taux d'alcoolémie est de prévenir les accidents de la circulation en mettant hors d'état de nuire les conducteurs testés et qui sont sous l'emprise de l'alcool.
Culture à présent avec la fin des travaux de la Semaine nationale du patrimoine culturel. C'était hier, une semaine tenue dans un contexte particulier puisque notre patrimoine culturel est en péril. Néanmoins, la semaine propose d'exploiter notre patrimoine pour en faire un outil de consolidation de la paix. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Alpha Maïga pour le compte rendu. C'est ainsi que les participants à la Semaine nationale du patrimoine culturel ont revisité le pays profond et du coup formulé quelques recommandations. Les participants ont insisté sur l'utilisation du patrimoine culturel comme facteur de paix et l'utilisation aussi du patrimoine culturel dans les programmes d'enseignement. Face à la crise grave que nous traversons, vous avez proposé d'explorer toutes les pistes en mettant en relief les mécanismes traditionnels de prévention et de règlement des conflits qui privilégient l'humanité, l'humilité, la préservation de l'intérêt général, la vertu du vivre ensemble, toutes choses qui ont tendance de nos jours à s'effriter. Patrimoine culturel, facteur de dialogue, paix et social pour la consolidation de l'unité nationale, c'est le thème autour duquel les travaux étaient focalisés. Le message reste une mélodie pathétique. C'est ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont reçu chacun une calebasse contenant du haricot et des colas. Et pour magnifier son engagement pour la nation, le Premier ministre procède aussitôt avec une aiguille à souder les cœurs et les esprits. Son patrimoine culturel matériel et immatériel exprime de façon merveilleuse le brassage harmonieux de ces populations et explique éloquemment l'esprit de tolérance, le respect de soi et des autres, la convivialité si caractéristique des peuples de l'espace sahélien. C'est dire que le Mali reste une terre de rencontre de civilisation, un foyer de production culturelle dynamique caractérisé par une diversité des expressions culturelles et cela à l'image de sa population et ses communautés pluriethniques. Du foot au féminin pour terminer, Caridas de la deuxième journée du championnat du district de Bamako qui s'est joué mercredi dernier au stade Wenzin Koulibaly. En première heure, l'AS Mandé de la commune 4 et les Super Lions de Amdalaï ont fait match nul, un but partout. Et la deuxième rencontre a vu la victoire de l'USFAS sur le Real de Bamako, 3-2. Le résumé de ces rencontres avec Assa Soumari. Vainqueur de l'AS Real 3-2 lors de la journée inaugurale, l'AS Mandé de la commune 4 habillé en rouge a partagé les points avec les Super Lions de Amdalaï dans cette deuxième journée du Caridas, un but partout. Dès le coup d'envoi, les deux équipes qui se connaissent parfaitement se sont lancées dans la course à corps perdu. À la 20e minute, l'équipe de Lafia sonne la première alerte et c'est Bintou Kouité qui est l'auteur de ce but. 1-0 pour le Mandé à la pause. De retour sur le terrain, prenant très rapidement la partie à leur compte, les Rouges du Mandé, à l'image de leur attaquante vedette Bassira Touré, auraient pu doubler la mise sur cette action que le poteau repousse. 84e minute, les Super Lions obtiennent un pénalty suite à une main du capitaine Mandeka Djati Djaï. Et c'est Fatoumata Doumbia Raoul qui mettra les pendules à l'heure. Un but partout, c'est le score final. Dans cette deuxième rencontre, AS Real, habillé dans sa traditionnelle tenue noire et blanche, était face à l'USFAS. Un match que les deux formations entament dans des chapeaux de roue. Dès la 8e minute, pénalty pour l'USFAS suite à une faute de la défense adverse aux abords de la surface de réparation. Awadé Koulibaly se charge de l'exécuter. 1-0 pour l'USFAS. L'égalisation des Scorpions intervient à la 26e minute par l'international Binta Diarra qui lobe la gardienne. Score à la mi-temps 1-1. À la reprise, les deux équipes se tiennent de près. Dans un cafouillage, Oumoutouré va offrir le deuxième but aux militaires. On était à la 68e minute. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, tellement décidées à marquer coûte que coûte, les filles du Real y arrivent.
Un coup franc de Kébé Traoré trouve Assetou Traoré de l'USFAS qui voulait dégager la balle 2-2. Aux arrêts de jeu, le rêve des réalistes va se briser. Un corner sera donné aux militaires que le capitaine Awadé Koulibaly place directement au fond des filets et double sa mise personnelle. 3-2 pour l'USFAS. Après cette deuxième journée, le classement est le suivant. Première USFAS avec 6 points, deuxième AS Mandé 4 points, suivi des Super Lions 1 point et l'AS Real ferme la manche avec 0 points. Sur ce se referme ce journal. À 20h, Ndeye Sissoko sera là pour la grande édition. D'ici là, portez-vous bien, restez sur l'ORTM. En ce mois béni de Ramadan, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et à demain.